disons qu'il est en congé. Style, vous voyez, illimité. Miam, miam. Des vacances plus ou moins longues. Et en attendant, l'équipe m'a demandé d'assurer l'intérim. Forcément, j'ai sauté sur l'occasion. J'adore l'émission. Déjà la 5e, moi, je ne nous aurais pas donné une chance, mais ça roule pour l'instant. Et figurez-vous pour cette fin d'année, nous avons de méga surprises. Alors au générique, 3 chroniques de livres signés Christine. Douceur violette de Chloé de Race. Zone d'ombre de Micheline Bolland que nous retrouverons sur notre chaîne prochainement pour un interview. Et enfin, la fille aux yeux bandés de Nicole Graciosi. Edmé nous fera partager l'univers de Daniel Moline et de Sébastien Salvatore Timmerman. Karine Laure nous entraînera dans l'univers de la peintre d'envergure internationale, Conchita Machu. Voilà notre première surprise. Et puis vous connaissez tous Séverine Bazis. Elle s'est prêtée à une petite expérience avec Christine Brunet. Pas parfait, soumis aux fluctuations du Wi-Fi, mais bon, je vais rien dire, c'est une première alors. Et puis, il y aura des thrillers, une lecture du début de Guaramo, la séquence tilt et je vais vous parler d'une méga surprise. Moi, je suis fan. Claudia et Julia Jonas, 2 sœurs, 2 stars montantes de la chanson, ont accepté de participer à l'émission et de répondre en français à Edmé, alors qu'elles sont sud-africaines et qu'elles vivent en Suède. Nous retrouverons leur clip au fil de l'émission et une interview exclusive signée Edmé de Heavy. I wanna find you where I need to. Don't wanna fade away and stop breathing. The words that hit the walls and don't make it as far as I need them to go. I'm fading in your shadow. I wanna run as far as my legs can. Carry me deep into the land where the sun will follow me infinitely. My soul won't be free. My soul won't be free. Shred, accepted life
palm of my hands lying in the calm. Of my legs, not the wheel to be or the knife of my hands. The sky to be the extension of my mind, not machines to be the memories and remains of me. And trusted to be the way, let my mind go and stand behind. Roots my feet, branches my hands, sky my head, water my soul. Roots my feet, branches my hands, sky my head, water my soul. Roots my feet, branches my hands, sky my head, water my soul. I wanna find in every story my life said once I fall. But it's hard to believe when I can't find what I wanna find in every story. What I wanna find in every story. What I wanna find. What I wanna find in every story. Moi, je suis fan. Daniel Moline est un homme à la vie aux replis multiples qui ne peut se présenter à une ou plusieurs interviews, mais ici et là, il est possible de faire la lumière sur un de ses plis. Et on sait aussi que la lumière est changeante, tout comme la réalité. Le réel et l'irréel sont, pour Daniel Moline, l'ombre et la lumière, le présent et l'hier revisité, le futur imaginé. Philosophe avant toute chose, peintre pour qui l'hyper-réalisme est un moyen de nourrir la mémoire, de faire en sorte que le passé soit encore. Il tient aussi un journal sans secret, un journal anarchique en quelque sorte. Adepte de Spinoza, nourri de sa pensée, puis jeté dans un monde anarchique, comme lui sembla sans doute celui du Japon, qu'il a mis là où il avait besoin d'être. On est surpris de rencontrer un homme que l'on sait ne pas vraiment rencontrer, mais dont on sent la vérité de vie. Aujourd'hui, nous sommes avec Daniel Moline, qui est peintre et écrivain, c'est ça? Si on veut, oui. Si on veut, oui. Ça aussi, plus... Oui, et tout, et tout. Et tout. Rien, tout et rien. Bah non, beaucoup que rien. On a établi que vous êtes peintre et que vous êtes également auteur, mais encore, parce que c'est pas fini tout ça. Donc... Non, je suis d'abord philosophe, c'est ma formation de base. Oui. Je suis aussi devenu éditeur, oui, par la force des choses, car j'écris pas mal, mais je ne trouve pas d'éditeur. Je n'ai jamais trouvé d'éditeur étant donné le contenu un peu particulier de mes écrits. Et donc j'ai décidé
à partir d'un rêve de Spinoza, qui lui-même avait ce genre de problème. Il était interdit de publication et il rêvait d'avoir un petit groupe d'amis avec lesquels il pouvait partager ses écrits. Et il l'a fait d'ailleurs, à Amsterdam. Et donc moi aussi, vers au début des années 90, j'ai donc réuni un petit groupe de personnes. Et pour ces personnes, j'ai commencé à publier un petit journal que je leur remettais toutes les semaines. Et c'est devenu la matrice des éditions Gutta et Tastula, qui à part après a commencé à publier des livres beaucoup plus importants, et à peu près jusqu'à présent une quinzaine. Voilà. Ah d'accord, et d'où vient ce nom-là? Alors, Gutta et Tastula, ça vient de Gutta, c'est les gouttes d'encre que j'utilise pour mon travail. Oui. Et Astula, c'est l'atelier en fait. Ah ok. Et donc c'est mon travail dans l'atelier avec les gouttes d'encre, ben voilà, ça m'a donné voilà, oui, bah, c'est poétique aussi, oui, voilà, et parlant. Voilà. Le Japon, bon, ça vous a beaucoup touché, appris, ça vous a mis dans le train, on va dire. Et puis, j'ai lu que vous aviez approché un maître de l'hyperréalisme japonais. Et j'ai oublié son nom, évidemment, moi. Mais vous pas. Donc, non, certainement pas. Oui. Et ça vous a conduit donc à découvrir... parce que c'est vrai que votre peinture ressemble parfois à de la photo. Hein? Oui, hein? Oui. Eh bien, oui, donc, arrivé là-bas, j'ai d'abord fait quelques rencontres, disons, très, très fortes. J'ai l'impression que j'ai rencontré des fées. Ah! Des fées. Bah pourquoi pas, oui. J'ai rencontré plusieurs fées, successivement, avec le temps. Et évidemment, j'avais envie d'en garder la trace, le portrait, et donc... comme j'étais peintre et que en même temps j'ai pu rencontrer des peintres japonais, j'ai fait la connaissance de Toshiro Aoki, qui est un maître passé dans l'art de l'hyperréalisme, et qui m'a enseigné ces techniques de l'hyperréalisme. Et je me suis alors attaché à faire les portraits aussi récemment que possible de ces fameuses fées que je venais de rencontrer et qui enchantaient ma vie là-bas. Et de là a commencé donc un travail extrêmement minutieux, où je notais tous les détails, les cheveux, la peau, j'observais les visages jusqu'à la folie. Et de là vient donc toute une série de portraits de toutes ces merveilleuses petites japonaises qui étaient des fées, qui enchantaient ma vie, et qui d'ailleurs enchanté tout le temps, parce que le fait de garder ces traces, après de les revoir, m'a continué à m'inspirer et m'a aidé à aller jusqu'au bout de mon chemin. Bah, ce sont des portraits pleins d'amour quand même. Ça, on voit l'amour charnel, mais aussi l'amour tendre, admiratif. De nouveau, il y a aussi le rapport au réel. Donc je suis j'ai essayé évidemment d'être aussi précis que possible, notamment dans les détails, pour être aussi proche que possible de ce que j'avais vu. Je voulais laisser une trace de ce que j'avais vu. Donc il me fallait des portraits réels. Mais en même temps, ces portraits réels, ils avaient quelque chose d'irréel quelque part. Ah oui. Et donc j'étais là en balançant entre l'un et l'autre. Et c'était assez passionnant comme expérience. Ah ben oui, certainement. Voilà, cette interview est terminée. On est loin d'avoir fait le tour. Mais voilà, c'est une mise en bouche, on va dire comme ça. Mais c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Non, voilà. merci d'avoir accepté. Voilà, on est tous les deux contents. Et je remercie également Bernard Kukel, c'est la traversée, qui nous donne l'asile, pas le gîte et le couvert, mais quand même l'asile, au milieu de tous ces beaux livres. Première chronique de livres que nous promet Christine depuis Waouh! Elle me plaît cette silhouette rose sur fond violet, mauve. Enfin, c'est pas mes couleurs, mais bon. En fait, qu'est-ce que ça cache? Douceur violette, j'ai décidé de découvrir cet ouvrage à cause notamment de son titre passablement mystérieux, vous en conviendrez, Douceur violette. Et puis la couverture mauve sur fond rose avec cette petite silhouette là interpelle.
De fait, le texte commence fort, il surprend le lecteur et le prépare à la suite. Cauchemar redondant, reflet d'une réalité, mais en fait laquelle? Cette histoire, c'est une affaire d'affect, de fêlure, de liens distendus, d'amour et de terreur. Terreur avec S. Les personnages se croisent, s'entrechoquent, brisés par la vie. Ils créent l'ambiance, page après page, tantôt joyeuse, tantôt violente. Ils sont l'histoire et s'en mêlent entre passé et présent. Très curieusement, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'avoir lu un livre de femmes, certes, mais écrit pour les femmes tant elles sont présentes, fortes, différentes. Elles sont construites dans la nuance, tandis que les personnages masculins, eux, sont soit bons, soit méchants. J'ai pas l'impression qu'il y ait de juste milieu. On les aime ou pas. Voilà tout. La fin du roman est une sorte de basculement, de bascule qui surprend et donne une nouvelle dimension au récit et même au personnage d'Emma qui, à mon sens, porte l'histoire à bout de bras depuis la première ligne et même en filigrane lorsqu'elle n'est pas présente dans l'histoire. Eh bien écoutez, ce livre est un livre vraiment surprenant que je vous invite à découvrir. I'd like to understand, is there something else I haven't seen it yet? I know things come around, so I figured you'll be fine, but you're still battling inside. Very soon you'll be stepping out. You wonder how things will turn out. For the first time in a long, long time, you'll be way past feeling powerless. It'll be worth it if you run all the way. Holding on will make you stay. It'll be worth it if you run all the way. Ooh, letting go will make you sway. You told me about your fears that you couldn't recognize, holding back your tears. When you closed your eyes, it all felt alright. You didn't even need to try. Very soon you'll be stepping out. You wonder how things will turn out. For the first time in a long, long time, you'll be way past feeling powerless. It'll be worth it if you run all the way. Holding on will make you stay. It'll be worth it if you run all the way. Ooh, letting go will make you sway. It'll be worth it if you
l'univers pictural de l'artiste peintre de renommée internationale. N'ayons pas peur des mots, Conchetta Maciulo. Une rencontre sympathique initiée par Karine Laure Degas. La dernière, donc je vais la laisser. Je vais enlever celle-là, Karine. Oui, là. On a l'impression de pénétrer dans, dans un endroit hyper secret. C'est vrai? Ah oui, moi j'adore venir ici, hein, Conchetta. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Oui, Attends, je vais retourner celle-là. Il y a quelque chose de merveilleux ici. C'est vrai? Tu aimes? Ah oui. Tu aimes? Attends, je vais retourner. Bonjour Conchetta. Bonjour Karine. Depuis le temps qu'on devait se voir, se rencontrer, que je devais te poser quelques questions pour Actu TV. Donc c'est pour Actu TV. Bonjour aux téléspectateurs d'Actu TV. Donc nous sommes ici à Montigny-sur-Sambre dans l'atelier de peinture de Conchetta Maciulo. Et c'est une chance pour moi de te rencontrer au milieu de ton travail. Nous sommes ici dans ton atelier. Tu vas nous parler de toi. Hein? Donc, premièrement, petite question, depuis quel âge est-ce que tu peins? Ben, depuis mon plus jeune âge, voilà. Tu as fait combien d'années à l'Académie de Charleroi? Facilement 5 ans, oui. 5 ans. Et bon, j'ai dû arrêter parce que, bon, ben, c'était plus possible de pouvoir exposer à l'étranger et de continuer à l'académie et de peindre dans mon atelier. L'art abstrait est ta deuxième nourriture. Oui, mais oui. Pourquoi? Explique. Parce que ça prend beaucoup de ma vie. C'est elle qui prime avant tout, parce que c'est un choix aussi. C'est mon choix. Ça fait partie de moi, et l'art pour moi, elle est au premier plan. Voilà. Et ton inspiration, en fait, voilà les couleurs qui évoluent sans cesse chez toi. Ton inspiration, elle vient d'où? Tu vas visiter d'autres expos, ou c'est en allant te promener dans la nature, ou je ne sais pas, en épluchant tes légumes peut-être. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe pour un peintre en fait. Ben, je suis quelqu'un de très observateur. J'observe beaucoup. Mes voyages m'apportent également une certaine richesse de formes, des couleurs, d'arrière-plan, oui, la luminosité à un tel endroit, et tout est comme une photographie, tout est photographié dans mon mental, dans mon esprit. Donc, et quand je viens, j'ai hâte d'être dans mon atelier, parce que là, je suis pressée de mettre ça sur ma toile, c'est très important. Et à ce moment-là, il ne peut pas en être autrement, tu dois absolument mettre tout ça sur la toile. Conchetta, tu t'es dirigée vers l'art abstrait, ça a été une évidence pour toi, ou voilà, tu as cherché, tu as plongé directement dans l'art abstrait, et pourquoi l'art abstrait en fait? Ben, je pense que l'art abstrait, on pense que c'est facile. Ce n'est pas du tout le cas. Voilà, c'est ça. Oui, absolument pas. On pense pouvoir prendre les couleurs et commencer à faire des taches à gauche, à droite, de toutes les couleurs. Non, je ne suis pas de cet avis-là. C'est bien plus complexe, beaucoup plus complexe, l'art abstrait que l'art que nous connaissons par les grands maîtres. Avant de peindre un tableau, est-ce que tu as déjà une idée précise de ce que tu vas peindre? Est-ce que c'est clair dans ta pensée avant de prendre les pinceaux, les couleurs? Oui, tu sais déjà tout. Oui. Voilà. Ton tableau est là, prêt. Oui. Et les couleurs et tout. Voilà, oui. Et les couleurs et tout. Les formes et tout ça, oui. Voilà. Oui. Ouais. C'est déjà... Et avant de le peindre, est-ce que tu le dessines ou voilà, tu... Non, je ne le dessine pas, je le dessine avec mes tubes de couleurs, voilà.
je donne déjà... Et tes instruments ici? Ben voilà, donc je travaille avec les spatules en silicone, donc shaper on appelle ça. Et puis évidemment, j'ai différentes formes de spatules, couteaux, et voilà. Donc je travaille avec ceci. Voilà. Oui, ce sont... Donc tu reproduis sur le tableau ce que tu as dans l'esprit. Conchetta et les réseaux sociaux. Moi j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, voilà, on te voit tout le temps en fait. J'ai toujours l'impression que je me dis voilà, elle est encore en voyage. J'ai toujours l'impression que je te fais signe au revoir, bon voyage. Oui. Parce que est-ce que tu soignes cette image-là? Comment est-ce que... Ben, ce n'est pas que j'aime bien, ce n'est pas, oui, je soigne cette image parce que, en fait, les personnes qui me suivent et qui aiment mon travail, parce que bon, je m'aperçois qu'on aime ce que je fais, et ça me stimule, ça me motive beaucoup. Chose promise, chose due, je vais vous lire le prologue du dernier ouvrage de Laurent Dumortier qui, je vous le rappelle, est un heroic fantasy, le premier d'une série de 3. Vous venez d'ailleurs d'en voir la bande-annonce. Certaines décisions, même si elles semblent justes, ne devraient jamais être prises. Tout a commencé lorsque le seigneur Cristal du royaume Neudepente voulut conquérir la totalité des terres connues. Il était parvenu à occuper la totalité des terres de l'Est jusque la forêt de Fell et avait réduit en esclavage tous les peuples tombés sous la coupe de son armée. Tandis qu'il s'apprêtait à attaquer le fort de Spadias, le dernier endroit libre des terres de l'Est, situé au cœur des Rocheuses, dans le désert de Loside, Trajanas, l'empereur régnant sur les terres du Nord, fit son apparition. La bataille dura 2 jours et 1 nuit. À l'issue de cette terrible bataille, le seigneur Cristal fut vaincu. L'empereur ne tua pas le seigneur Cristal, mais le condamna à l'exil. Ce dernier fut donc contraint de quitter les terres connues et de prendre la direction de l'Est en naviguant sur l'océan. Les mois succédèrent aux mois, les années aux années. Hormis les ruines des constructions sur pilotis situées dans la mangrove, plus rien ne témoignait de la puissance passée du seigneur Cristal. Ce dernier, avec la poignée d'hommes qui lui restait, navigua des mois et des mois pour finalement échouer sur une île en plein milieu de l'océan Oméyade. Il fut secouru par Soraya, la souveraine de l'île, avec qui il finit par s'unir. De leur union naquit Guaramo, qui fut élevé dans la haine et nourri de revanche. S'il avait hérité de la force physique de son père, il disposait de pouvoirs identiques à ceux de sa mère.
les années s'écoulèrent. Tandis que la guerre passée tombait dans l'oubli, Guaramond décida à la mort de son père qu'il était plus que temps que l'honneur et la gloire de ce dernier soient restaurés. Des couvertures de livres un peu kitsch, presque monochrome, bleu, rouge, verte, qui accroche l'œil, reste dans la tête, un peu comme le trailer du dernier roman de Séverine, l'astronaute. Je me présente, je m'appelle Michel Brakowski et ma femme vient de me quitter. Ah oui, j'ai oublié, accessoirement je suis astronaute. C'est comme ça que je me suis retrouvé un jour, seul dans une fusée prête à décoller. Un monde qui avait tout pour faire de moi un grand homme. De ceux qui marquent l'histoire. De ceux capables de reconquérir leurs femmes. Ma Nathalie. Enfin, si je sais en revenir. Alors Séverine, tu nous parles de tes bouquins, de tes personnages. Ça fonctionne. Donc, bonjour Séverine. Bonjour Christine. Alors, nous sommes dans une espèce de, on va dire, de test pour utiliser un logiciel qui s'appelle OBS. Et on fait l'interview via Discord, en fait. Donc, si ça fonctionne, tu seras la première, mais il y aura beaucoup d'autres auteurs qui passeront à la même place que toi. Avec plaisir, on inaugure comme ça la méthode. Voilà, donc si tu es loin, c'est parce que tu es sur téléphone, alors que moi, je suis sur ordinateur, je vais y arriver. Alors, on va un petit peu parler de tes livres, de ton univers, de tes univers, pardon, de tes projets. Alors, tout d'abord, tu es loin de Marseille et tu es a priori dans les Vosges? Plus loin? Dans l'Est? Ah, pas loin. Voilà, t'étais bon sur la région, je suis en Lorraine, mais c'est la Meurthe-et-Moselle et exactement, on va dire, à 30 km de Metz. D'accord. Donc, chez Chloé Délices, tu as publié 3 romans. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Le premier en décembre 2016. Voilà. Donc, le premier, c'était... Rappelle-moi les titres. Alors, j'ai même les exemplaires sous la main. Ah, trop cool. On peut faire un peu de figuration. Le premier, le premier choix. Ouais. Le bleu. Oui. Le deuxième, Mamie Paulette. Ouais. Le rouge. Et le troisième, voilà, l'astronaute, le dernier. D'accord. Alors, il y a moins d'1 an. Donc, première chose, tes couves sont vraiment toujours très, très colorées. Est-ce que tu as peur que tes lecteurs, en fait, ne se rappellent pas qu'ils ont le premier ou le second, qu'il faut qu'ils achètent le troisième ou... Comment tu les conçois, ces couves? Oui, mais... Alors, je les conçois un peu... je suis fan de librairie, je vais souvent en librairie et j'aime flâner. Et c'est vrai que dès qu'une couverture attire mon regard, je prends le livre en main. Donc, j'ai voulu jouer le jeu aussi avec mes propres livres, au moins attirer le regard, que le lecteur puisse le prendre en main. Et ouais, mais c'est le principe, c'est sûr. De couverture. Ouais. Voilà, le principe au moins attirer le regard, et c'est un petit clin d'œil au lecteur qui passe. Donc, à chaque fois, ce sont des univers différents, parce que tu n'as pas, en fait, de personnages récurrents. Donc ça, on en reparlera.
Alors, un petit peu tes univers. Le premier choix, c'était quelqu'un qui devait se réincarner. C'est ça, hein? Et en fait, on lui donne le choix de deux familles, de se réincarner dans deux familles. Et en fait, on s'aperçoit que faire un choix, ben, c'est pas si simple que ça. C'est ça? Voilà, oui, c'est tout à fait ça. Ça paraît être une bonne nouvelle au départ du livre, parce qu'il vient de mourir, mais il a la chance de renaître. Il a la chance de choisir sa famille et de pouvoir s'immiscer invisible dans les deux familles, leur quotidien, leurs pensées. Donc on se dit, il va avoir toutes les cartes en main, mais très vite, c'est cornélien, parce que les deux familles sont attachantes et pour des raisons différentes. Donc on suit le personnage et on se questionne en même temps que lui, en fait. Et voilà, j'aime bien le mélange des genres. Celui-ci, on va dire qu'il y avait du surnaturel et de la peinture sociale. Il y avait vraiment les deux. D'accord. Ensuite, dans Mamie Paulette, alors tu bascules, c'est presque une Tati Daniel, cette brave dame, même si quelque part derrière, elle n'est pas si acariate que ça, et elle cherche sa place, si j'ai tout compris. Et en fait, là, on entre dans le quotidien d'une famille et dans les relations entre grand-mère et petit-fils. Oui, c'est ça en fait. C'est une histoire de complicité qui va se tisser autour d'une rencontre qui n'aurait pas lieu d'être, parce que la grand-mère vient de perdre son époux et elle lui fait la promesse quelque part d'aller vivre sous... elle veut respecter sa dernière volonté et aller vivre sous le toit de son fils, qui est lui-même marié et père d'un adolescent. Donc elle y va à reculons à la limite. D'ailleurs, elle va vite semer la zizanie et se mettre tout le monde à dos. En fait, c'est plus fort qu'elle. C'est un peu une Tati Daniel au départ. Oui. Et elle va s'adoucir parce qu'elle va découvrir que chacun porte ses fêlures et ses secrets. Oui, après elle devient très attachante pour l'adolescent. Pour le lecteur. Oui, oui. Et enfin le dernier, l'astronaute. Alors là, tu bascules complètement dans l'extravagance. J'ai l'impression d'être schizophrène. Donc en fait, tu bascules dans l'extravagance, dans le fantastique, dans le bizarre, dans le cauchemardesque presque à un moment donné. Alors, la couverture verte, c'est parce que à cause des grenouilles et des crapauds ou c'est... Oui, il y a beaucoup de vert dans l'histoire. Oui, c'est vrai, c'est très très vert. En fait. Quand il voit la planète au loin, c'est une petite boule verte. Oui. La chlorophylle est très présente, les grenouilles. Donc il y a beaucoup de choses vertes dans l'histoire. Alors comment tu trouves tes idées? Pardon? Comment est-ce que tu trouves tes idées? Où c'est que tu les trouves? Autour de toi? Alors, autour de moi, ça dépend des livres. Hein. Mais pour l'astronaute, c'était un peu un coup de colère. J'avais envie de dire combien la barbarie des hommes peut me désespérer, me mettre hors de moi, parce que il est question de ça aussi, de la barbarie des hommes. Donc c'est l'actualité. D'accord. C'est l'actualité avec la crise des migrants, avec la montée des populismes. C'est un peu ça le terreau de l'histoire. Mais malgré tout, je suis toujours obligée de mettre de l'humour, sous une forme ou une autre. Là, c'est l'humour noir. Ce qui m'inspire beaucoup aussi, c'est la littérature et le cinéma. Et c'est vrai que là, je m'imaginais bien Dupontel dans le premier rôle. Donc voilà, le cinéma m'aide beaucoup aussi. Oui, mais c'est très visuel. Hein, tes bouquins sont très visuels. Tes personnages, en fait, sont crédibles. Même l'astronaute, en fait, ce qui est très, très curieux. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup, parce que quand j'écris, c'est vrai que j'ai besoin de me projeter visuellement. Donc ça doit peut-être se sentir. Alors, dis-moi un petit peu, comment tu écris? Est-ce que au départ tu as une idée, tu construis un scénario et ensuite tu vas le développer jusqu'à la fin, ou est-ce que tu te laisses porter par ton histoire et par tes personnages? Alors, je ne construis pas réellement de plan, mais j'ai des grandes idées. Donc, je fais des petites fiches avec... moi, j'appelle ça ma boîte à idées et ma boîte à outils, même plutôt. Je choisis le narrateur, le temps de l'histoire, un petit profil donc pour chaque personnage, des grandes idées. Et souvent, la première phrase, je l'ai et la dernière. Et puis après, je me laisse guider au fil de l'écriture, mais que j'ai au moins suffisamment de grandes idées
pour pouvoir me sentir à la hauteur d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est la première comment dire, des inquiétudes, c'est de ne pas être capable d'aller au bout. D'accord. Donc il faut que je me convainque que j'ai suffisamment de choses. Donc c'est bizarre parce que chacun a son truc. Moi en fait, je ne commence jamais un bouquin sans déjà avoir le titre. Même si c'est pas le bon au final, mais il me faut déjà le titre. Ah oui. Là on a des petites choses comme ça auxquelles on tient et qui nous soutiennent finalement. Exactement. Est-ce que tu as des projets? Ah oui, c'est vrai que l'écriture, pour nombre d'auteurs, ça devient vite une addiction. C'est mon cas et j'ai la chance d'avoir reçu une bonne nouvelle il y a quelques jours, tout juste quelques jours. D'accord. Donc, très bien. C'est tout frais. Donc, le 4e roman paraîtra aux éditions Chloé Délices. Super. J'ai les dernières petites corrections à faire et je suis déjà sur la couverture. Bon, allez, un petit scoop, ça s'appelle comment? Le titre? Le titre, j'attends un peu, parce que j'ai changé 2 fois, on ne sait jamais. Tu vois, le titre, je ne l'ai pas dès le départ. Hein. J'en mets un temporaire, mais je le change au fur et à mesure. Mais je peux dire, alors ce que je peux dire, c'est qu'il sera question d'amour filial et de la beauté vivifiante de la nature. Ah, la nature est quand même très présente hein, chez toi. Très présente, surtout dans celui-ci. Et puis, c'est destiné aux adultes et aux adolescents cette fois-ci. C'est un plus large public. Oh, Mamie Paulette, c'était aussi pour les ados. Hein. Oui, c'est pas faux. Mais l'astronaute, j'hésite. Quand un adolescent le prend en main, dans les salons... si, pour les grands ados. Puis je pense que même les plus jeunes, ils comprendront peut-être pas tout. Mais je pense que ça pourrait leur plaire, en fait. Oui, mais j'ai toujours un peu d'appréhension de froisser ou... Ah. J'ai envie en fait que le roman soit fait pour le lecteur en fait. Je suis pas très, je ne force pas les ventes en fait. J'aime sentir que ça puisse plaire. Bon, une idée de la couleur de la couve. Ah mais décidément je refuse beaucoup de questions. Mais souvent je mets des jeux en ligne en fait. Je mets un petit jeu sur les réseaux sociaux pour trouver la couleur en fait et voilà celui qui trouve fait partie d'un tirage au sort et voilà, je suis assez joueuse, hein, j'avoue. Hein. D'accord. Bon, alors donc il y aura probablement un tirage au sort une nouvelle fois. Donc on n'aura ni le titre, ni la couleur de la couve. C'est terrible. Tu me pardonnes, Christine? Non, je suis trop curieuse, j'ai trop envie de le lire. Il n'y aura plus jamais d'interview avec moi. Si. Bon, mais écoute, je te remercie énormément pour ta disponibilité parce que c'est déjà la 2e fois qu'on fait une tentative. La première, il y a eu de gros soucis au niveau du montage. Là, cette fois-ci, il va y avoir des saccades au niveau de l'image et un décalage de son, mais on sait pourquoi. C'est tout simplement parce que c'est quasi du direct et que nous ne sommes pas à côté et que en fait, c'est le Wi-Fi qui fait tout, quoi. Donc là, c'est différent. Et puis, j'ai vraiment hâte de lire ton prochain bouquin, en fait. Donc, je vais le commander, précommander, on va dire. Allez. Allez, hop. C'est beaucoup. Allez, bye bye. Pour l'entretien aussi, ce fut un plaisir. Bye bye. Allez, ciao. Micheline Bolland, une auteure prolifique spécialisée dans l'étude de l'âme humaine. Qu'elle étudie, décortique, met à nu dans des nouvelles policières noires, voire très noires. Zone d'ombre est son dernier recueil. Christine, tu nous en parles? Cette fois, on peut s'attendre à quoi? Hein? J'aime bien me plonger dans les nouvelles douces, amères, souvent en clair-obscur de Micheline Bolland. Elle vient de publier Zone d'ombre. Le plus souvent, donc, ce sont des nouvelles très noires. Et l'auteur joue en fait sur la psychologie des personnages et quelque part également sur la personnalité, la psychologie des lecteurs. Cette fois encore, Micheline ne déroge pas à cette technique en y ajoutant un je ne sais quoi de plus, on va dire, poétique. C'est pas tout à fait le mot que je cherchais, on va dire doux, plus dans l'émotion.
cette fois-ci moins dans le noir et dans le côté sanglant, même si parfois... Enfin bon. Elle propose 29 nouvelles courtes, construites un peu comme des scénettes avec un lever de rideau, une action et une chute surprenante. Chacune, en fait, prend un instant de vie et la met brièvement en scène sans fioriture. L'écriture est précise, l'auteur sait tailler dans le vif en y apportant cette touche humaine particulière justement à zone d'ombre. Dans ce recueil, le passé se taille la part du lion sans jamais tomber dans un côté nostalgique, voire pathétique. Un fait, une action, une conséquence qui tombe souvent sous le couperet du destin. J'ai lu cet ouvrage d'une seule traite, avec le sourire aux lèvres et une curiosité renouvelée au fil des pages et des humeurs de Micheline. Eh bien, écoutez, à découvrir si vous aimez en fait les nouvelles et être pris un petit peu au dépourvu à chaque instant. This is the worst thing I can think of doing, but yet I'm still going away from this once again. Oh, I feel like acting insane, but sense always takes over me. Oh, just wait a moment, you'll see. And you are my best thing. I want to do everything with you. I can't stop laughing my heart out, and I am bursting out with joy. You are my favorite toy cloud. I spend my days on, so spoiled, forcing myself back in tears. Oh, just like the past 1,000 times. Every time feels like I'm broken. Ahead of me such climbs, but then I know it's never long till we meet. Then again I will be held tight. Oh, pieces put back together again. You are my best thing. I want to do everything with you. I can't stop laughing my heart out. I am bursting out with joy. You are my favorite toy cloud. I spend my days on, so spoiled. You are my best thing. I want to do everything with you. I can't stop laughing my heart out, and I am bursting out with joy. You are my favorite Cuisinier de formation, enthousiaste de nature, Sébastien est un jeune homme qui écoute ses dialogues intérieurs. Pas de « c'est pas possible » au programme, tout au plus
je me prépare et je fais. C'est ainsi qu'il a entrepris comme Ulysse son odyssée itinérante en Amérique du Sud, ouvert aux surprises, quelques-unes mauvaises, quelques autres pittoresques, toujours de belles rencontres chaleureuses. De ville en ville, de pays en pays, c'est par miracle, le miracle, dis-je, de l'Internet, qu'il trouvait le travail pour aller d'une étape à l'autre, pour trouver du travail et poursuivre son aventure. Il lui a fallu se faire à de nombreux accents locaux, au climat, aux questions sans réponse, aux incertitudes et au réconfort qu'il ne n'a jamais douté. Bonjour, chers téléspectateurs. Voilà, aujourd'hui, j'ai choisi de passer à la moulinette, notre ami Sébastien, parce que Sébastien a vécu une aventure, peut-être pas extraordinaire pour lui, mais quand même extraordinaire pour pas mal de gens, parce que beaucoup ne l'auraient pas fait, disons, hein, quoi. Et qui a été avec des hauts et des bas quand même, donc pas facile, mais tu ne l'as pas envisagé comme quelque chose d'extraordinaire. Non, tu l'as envisagé comme une aventure à faire, oui, c'était mais voilà, tu ne savais pas encore tout ce qui t'attendait, de bon et de mauvais. Non. Voilà, Sébastien, de quelle aventure s'agit-il finalement? Qu'est-ce que tu as fait? Ben, pour moi, rien d'extraordinaire, mais pour beaucoup apparemment quelque chose d'extraordinaire. Oui. Je suis parti pendant presque un an en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, oui. Voilà, avec pour compagnon mon sac à dos. Donc voilà, pour beaucoup ça peut paraître insurmontable ou quelque chose d'extraordinaire. Oui. Moi j'ai vu ça comme le fait d'acheter un billet d'avion et de le faire. Et d'atterrir quelque part. Oui. Et voilà. Au départ, c'était une envie de faire une expérience d'un an à l'étranger. Donc moi je viens de Liège, maintenant j'en avais j'étais un petit peu, comment dire, un peu bassiné du quotidien, je voulais changer, je voulais rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, donc je cherchais quelque chose qui soit quand même proche de moi pour ne pas tomber non plus dans l'inconnu ou avoir un choc culturel trop important. Oui, exact. Oui. Et je me suis souvenu que dans ma famille, on avait de la famille qui était partie en Argentine. Donc voilà, je crois que c'est une des choses qui m'a fait aller là-bas. Après, j'avais appris l'espagnol à l'école, donc je partais déjà avec un bagage. Je ne suis pas arrivé là en ne parlant pas la langue. Je suis arrivé là, j'avais quand même déjà quelques rudiments. Donc c'était plus facile pour il y avait une préparation un peu de base, quoi, disons. Hein. Ceci dit, avec l'espagnol, tu as quand même eu des surprises au niveau des accents. Oui, un peu de surprise au niveau des accents. Parce que voilà, l'espagnol d'Amérique du Sud ou d'Argentine n'est pas le même que celui d'Espagne. Que ce soit celui d'Argentine, du Chili ou de l'Équateur, ils ont un petit peu tous leur. Tu as dû chaque fois t'adapter. Toujours un peu s'adapter, mais bon, voilà, c'est pas des. C'était pas insurmontable. C'est pas insurmontable. C'est comme on dit chicon, un français va dire une endive, voilà. Des fois le mot change totalement, des fois c'est juste une question d'accent. Des fois, après avoir pris l'accent argentin, j'arrive au Chili puis on me dit argentin, je dis ben non, je suis belge, tu parles comme un argentin. Je dis ben voilà, c'est l'adaptation, on essaie de s'adapter pour se fondre un peu dans la masse. Oui. Alors, quand tu as... comment est-ce que tu t'es décidé finalement de le faire, de le mettre en application? Partir Ça s'est décidé assez vite en soi. Je vais dire que j'en ai pas. L'idée m'est apparue en tête et puis j'en ai parlé assez vite à mon père parce qu'on a une très bonne entente et qu'il est toujours là pour me conseiller. Bon, j'imagine que sur 11 mois, il t'est arrivé quelques petites aventures savoureuses, ou moins savoureuses. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple?
Des savoureuses, il y en a eu beaucoup. Je pense que les savoureuses, c'est surtout les personnes que les amitiés, les rencontres, que j'ai connues, les liens que j'ai tissés avec des personnes avec qui je continue encore à parler aujourd'hui, pas plus tard qu'hier d'ailleurs. Donc presque 3 ans après, donc c'est quand même chouette. Ah oui, oui, oui. Et assez régulièrement. Après, s'il y a vraiment une expérience qui a été assez difficile à vivre sur le moment, je crois que le lendemain j'avais déjà oublié parce que le voyage reprend le dessus, mais l'expérience la plus traumatisante, on va dire, c'est quand j'ai voulu rentrer au Brésil. En fait, je suis rentré par la frontière du Paraguay. Maintenant, ce que je ne savais pas, c'est que j'avais pris un bus qui m'amenait à la première ville après la frontière, mais que dans cette ville, il n'y avait pas de poste de douane. Donc, ce qui fait que je n'ai pas su faire qu'acheter mon passeport. D'accord. Donc, j'arrive là, j'ai un policier en face de moi, je lui dis, écoutez, je n'ai pas su faire qu'acheter mon passeport, comment est-ce que je fais? Donc il me dit, écoutez, il faut que vous ayez à la capitale fédérale de l'État. Je dis ok, je dis où est-ce que ça se trouve? Il me dit à 400 km et 6 heures de bus. Je lui dis ça va. Merci. Merci à toi. Et alors après la prochaine aventure, si on a une autre, on reverra ça. Avec plaisir. L'eau s'étend à perte de vue, bleu, clair ou foncé, se fondant dans le ciel, reflétant le ciel. Des ombres fugitives passent parfois sous les vagues, créant de nouvelles teintes bleues ultramarines. Un craquement fissura l'espace, se propageant en un bruit rauque et puissant. Puis, se répercutant contre les parois, il se diffracta en une brève et blanche symphonie. Christine Brunet a lu La fille aux yeux bandés de Nicole Graziosi. Couverture colorée, enfantine, ça m'intrigue. À vous. La fille aux yeux bandés, bien écoutez, c'est un drôle de titre. C'est lui qui m'a accroché au tout premier abord. Pas vraiment la couverture, donc je ne comprenais pas le sens. Maintenant, je la comprends bien sûr. Je me suis lancée en fait dans la lecture sans a priori, sans en avoir lu le synopsis et donc sans connaître le thème en fait de l'ouvrage. Au départ, j'ai eu un peu de mal à entrer dans l'histoire. Alors probablement la surprise et la structure du texte. Alors vous voyez, ce sont des paragraphes courts, voire très courts, qui sont très séparés. Et puis, je ne comprenais pas vraiment la relation entre le vieillard aigri et la jeune fille, quelque chose en fait qui oscille entre haine, rejet et envie d'être reconnu, d'être aimé. Les personnages me paraissaient un petit peu froids, mais quand même réalistes dans leur façon d'être, de parler, des mots, des situations que d'ailleurs j'ai déjà vécues. Et puis, tout a basculé lorsque Dorine, donc le personnage principal, remonte le temps, se souvient en nous faisant donc et nous fait partager au fil d'un récit à la première personne. Elle nous fait partager sa vie, ses fêlures, ses erreurs, ses fuites et ses pleurs. Phrase après phrase, elle nous accroche et puis elle nous emporte dans cette vie qui a été la sienne, qu'elle a vécue dans une sorte de brouillard fait de mensonges, de faux semblants, de méchanceté et d'incompréhension. Une question la taraude, nous lecteurs, mais pourquoi? En fait, la fille aux yeux bandés ressemble à un cauchemar dont on a un peu du mal à s'extirper, voyez, un cauchemar poisseux, inévitable.
C'est l'histoire en fait d'une manipulation. Alors espérons de tout cœur que ce jeu qui exprime réellement le personnage de Dorine ne cache pas en fait celui de l'auteur. Un livre à découvrir. Je sais que vous trépignez d'impatience de découvrir Claudia et Julia Jonas. Waouh, j'adore. Qui sont-elles? D'où tirent-elles leur inspiration? Après un tout nouveau clip, vous saurez tout. I'll take you places you've never been. I'll be waiting and I won't settle. We'll see the walls come down and we'll breathe in. And for a second there we'll slow it down. We'll bring along beauty, and we'll seek the burning breeze ahead of us. Will you walk with me? Will you walk with me? You won't imagine we've been there before. I'll tell where we'll go. Ooh, we found a golden window here, the one where colors show. There's nothing else we need to feel. We'll hear the sound of cracking ice. We'll jump feet first onto the ground and race it all the way till we're leading. Will you walk with me? Will you walk with me? You won't imagine we've been there before. I'll tell where we'll go. Ooh, we found the golden window here, the one where colors show. Ooh, we're running on the edge of things. No one can catch up now. Ooh, will you walk with me? Will you walk? Ooh, will you walk with me? Will you walk? Ooh, will you walk with me? Will you walk? Ooh, will you walk with me? Aujourd'hui, pour Actu TV, nous avons comme invité deux artistes sud-africaines, belges, mais qui font une carrière en Suède, à Stockholm, et qui vont nous expliquer comment se déroule leur parcours à elles. Hein? Ok? Voilà. Si j'ai bien compris, la Suède met beaucoup d'emphase sur les études musicales. Peut-être parce que vous êtes plus enfermés que les pays du Sud, je ne sais pas. Mais en tout cas, on encourage beaucoup la musique, hein, la chanson et la musique. Donc, est-ce que c'est ça qui t'a mis en avant, qui t'a poussé à suivre ça? Oui, très fort.
Ça a commencé avec mes parents. Depuis que j'étais toute petite, j'ai reçu un piano. Et c'est là que j'ai commencé à jouer et à écrire des petites musiques. Et quand j'ai commencé à l'école suédoise, il y avait beaucoup d'options pour des écoles de musique. Et elles sont vraiment accessibles à tout le monde, en fait. Donc j'ai commencé dans une classe avec, chorale. Des chorales, oui. Et après ça, quand j'ai changé d'école à 14-15 ans, c'était plus dans des groupes, en fait, avec des musiciens différents qui jouaient des instruments différents. Et on faisait les applications avec un instrument. Et là, j'ai continué en chant, en fait. Après voilà, tu as démarré. J'ai démarré, Et puis, tu as quand même été à l'Académie musicale royale de musique de Stockholm. Oui. J'ai fait 5 ans d'études là-bas en production de musique. On a appris beaucoup sur les côtés techniques, déjà. Comment enregistrer chaque instrument, comment faire du mixage, composer pour des musiques de films. Enfin, c'était assez... Ok. Et toi, Claudia, qu'est-ce qui t'a emmenée vers la musique? Moi, j'ai toujours adoré la musique. Et c'est très, très émotionnel. Et quand Julia elle a commencé le piano, moi, je suis plus jeune, donc j'entendais, j'ai beaucoup appris de ma sœur. Alors, voilà, vous êtes sœur, hein, donc ça, je n'avais pas précisé, mais vous êtes sœur. Donc, quand même, elle m'a beaucoup montré et elle m'a inspirée dans la musique. Et on a fait les mêmes écoles. J'étais juste 3 ans avant elle. Et donc, la chorale et tout ça. Et puis, l'Académie royale de musique à Stockholm. Mais on est aussi très différentes dans la musique. Moi, ce qui m'a beaucoup... Justement, c'était facile en Suède de suivre la musique. Et ce qui m'a beaucoup emmené là-dedans et d'étudier la production de musique, c'est que j'adorais composer. J'ai toujours composé. Et j'ai toujours eu les idées dans ma tête, mais je ne savais jamais comment enregistrer et comment réaliser les sons que j'entendais. Et pour moi, c'était vraiment ce que ça m'a apporté, l'Académie. Après, on fait la vidéo, technique, studio et tout ça. Mais ça m'a... voilà. Aujourd'hui, je peux faire exactement ce que je veux, toute seule, et puis travailler avec les gens que je veux et savoir ce que je veux de eux. Ce que tu en attends, Oui, bien sûr. Toute cette formation musicale que tu as eue t'a conduite à être ta propre productrice, interprète, compositrice. Tu travailles également, tu composes pour des films et pour des publicités, entre autres. Et autour d'une de tes publicités, il y a eu un petit plus, on va dire, qui s'est passé. C'était quoi? Oui, une des chansons que j'ai écrites a été prise pour une publicité. Et donc, cette publicité, elle passe pendant 2 ans maintenant. Et il y a des autres artistes suédois, des femmes, c'est une publicité avec des artistes femmes, qui ont repris la chanson et qui ont fait leur propre version. Et dont une chanteuse... dont une chanteuse qui avait gagné l'Eurovision en 2012, je crois. Loreen. Ça c'est quand même un beau petit succès, c'est bien, c'est vrai. Alors Claudia, moi j'ai vu donc ton premier single qui est très très bien réalisé et qui a été réalisé en Afrique du Sud. Alors je me suis quand même souvent demandé comment tu avais fait, parce que tu caresses un guépard, il y a des scènes de désert, enfin graphiquement c'est très beau, avec évidemment ta chanson qui supporte tout ça. Donc je suppose que tu as des petites choses à nous raconter. Oui, absolument. En fait, à ce moment-là, j'étudiais. Et j'avais justement vu une émission américaine, mais vraiment matérialistique, quoi, un truc qui me donnait qui me faisait un peu mal. Donc,
je me suis assise au piano et j'ai écrit cette chanson. Oui. Et si tu écoutes le texte, c'est très... tu as l'envie de retourner à ce qui est vrai et important dans la vie. Donc, voilà, je l'ai écrite et puis je voulais faire une vidéo pour le film. Et j'ai demandé à une productrice de film de le faire et j'avais pas de budget à ce moment-là, donc c'était que elle. Et elle m'a dit oui. Et donc, je lui disais, il faudra attraper les animaux qui courent dans la voiture. Mais normalement, il faut un équipement de ouf. Et elle dit, tu sais quoi, Claudia, je suis pas sûre, on verra ce que je peux faire. Mais quand on est arrivé, c'est vraiment intéressant parce que tu arrives, tu es dans la nature, il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, on a su réaliser toutes ces scènes. On a trouvé un sanctuary de géopard, un refuge. Un refuge. Oui. Et donc j'ai pu être vraiment seule, tout près d'un géopard, avec elle, qui fait tout. Et on a eu quelques frousses. On était dans la savane, quoi, dans la savane. Oui. Voilà. C'était très, très spécial. Et finalement, c'était exactement ce qu'il fallait pour le texte, quoi. Le résultat est spécial. Très spécial. C'est très visuel et puis ça va parfaitement avec les paroles et la musique, etc. C'est vraiment... Et rien n'a été monté, non, pas montage. Tout était vraiment dans le moment, quoi. Oh. Donc c'est ça aussi. Oh, magnifique, oui. Impressionnant. En dehors donc de singles que vous faites, puisque toutes les deux vous avez déjà eu plusieurs singles, vous avez aussi un quotidien d'activité musicale qui vous conduit à plusieurs situations, un peu dans tous les genres, quoi. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter quelques anecdotes? Oui. Donc en fait, d'habitude, la plupart du temps, on produit dans notre studio. Oui. Mais on fait aussi beaucoup de concerts à Stockholm. Oui. Où on interprète beaucoup de chansons anglaises et françaises et aussi nos propres chansons. Et ça, c'est dans les hôtels. Ça peut être pour des prix, pour vraiment n'importe quoi. Alors plusieurs choses on a fait, mais une des choses c'était il y a un prix en Suède qui s'appelle le prix Polar, qui a été donné, c'était quand, il y a 3 ans, je ne sais plus, 3 ans, à Sting. Donc il y a une fête. À Sting, le chanteur. Sting, le chanteur, Et Wayne Shorter a aussi gagné le prix, mais il fallait interpréter les chansons de Sting pour la fête. Avant pour les artistes. Donc ils viennent pour leur fête. Et il y a toujours des artistes qui chantent leurs chansons. Donc on a fait ça ensemble. C'est vous qui avez été sélectionné. Oui. Donc, et c'est Sting qui recevait le prix? Oui. Parfait. Très chouette parce qu'on a grandi avec lui et on est fans. Oui. Donc c'était très spécial. Et sinon on fait des brunchs à Miss Clara. Miss Clara. Où vous avez fait aussi des rencontres quand même chez Miss Clara. Oui, c'est toujours une surprise. Quand on arrive, on ne sait jamais. C'est vrai. Il y a eu la princesse de Suède. Et elle vient de temps en temps avec sa famille. Et puis Björn Borg, il est passé quelques fois. Björn Borg, très discret. On savait... Alors ça, c'était drôle, parce qu'on ne l'a pas reconnu. On a regardé les matchs il y a longtemps, mais après, voilà. Et donc il était là avec sa femme et des amis et ils nous ont remerciés, ils ont dit qu'ils s'aimaient bien et tout ça, et puis ils nous ont donné leur carte qu'on n'a pas regardée parce que voilà. Et alors on rentre dans la voiture et Julia qui a dit mais t'as vu? Je dis Björn Borg, mais c'est pas le Björn Borg. Je me dis on Google, on fait mais si c'est lui. Et alors lui il revient de temps en temps parce qu'il a déménagé tout près et il vient nous voir, mais vraiment sympa, quoi. Donc ça c'est chouette. Et c'est aussi à Miss Clara, justement, c'est une ambiance plus relaxe. Donc les gens, ils sont là, ils s'amusent, ils mangent, c'est pas ils sont pas là pour être pour se faire remarquer non plus. Non, voilà, c'est pas un show-off. C'est chaleureux, quoi. C'est bien, oui.
Et puis, vous chantez aussi dans un café français, enfin un café-restaurant français. Oui. On a un groupe en fait, toutes les deux avec un accordéoniste et un guitariste, où on reprend beaucoup de chansons françaises. Oui, oui. Et on les réarrange pour... C'est ça. Ouais. Oui, oui. Oui, c'est bien. J'en ai entendu. C'est spécial parce que c'est aussi une de nos passions. Comme on a grandi beaucoup avec la musique française et belge, c'est vraiment à cœur. Oui. Et aussi, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça dans la musique. Non, bien sûr. Donc, de pouvoir performer ça live pour des gens qui... Beaucoup de gens qui connaissent et c'est de la musique qui n'existe plus. Oui, ça c'est vrai en plus. C'est vintage. Et les gens viennent nous parler souvent, nous dire c'est vintage et c'est de la musique avec vraiment de l'amour et du vrai quoi dedans. Oui, donc tout à fait. On ressent quelque chose quand on chante et joue ce genre de musique. Oui. Et tout le monde ressent. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Oh, super. Donc vous avez quand même la chance toutes les deux de vivre principalement de la musique, disons. Hein? C'est bien. Et puis ça va continuer comme ça, bien sûr. Alors dans les prochains mois, donc qu'est-ce qui est prévu musicalement, bien sûr, dans vos vies? Je ne parle pas de vos amours. On travaille sur beaucoup de nouvelles chansons, ensemble et aussi séparément, qu'on va faire sortir très bientôt. Et avec ça, des concerts aussi. C'est bien, donc vous avez déjà un planning, un agenda bien rempli? Pas mal, oui, quand même. C'est bien, c'est bien. Business women. Pas mal, tourner, ça commence. Ça recommence un peu, quoi. Après, oui, après le corona, oui. Post-corona, tournée. Voilà. Ok, c'est super, c'est bien. On suivra ça. Eh bien, merci Claudia et Julien Jonas pour votre présence à notre émission. Ce n'est pas souvent qu'on vous a en Belgique, donc j'ai profité de l'occasion. Et on espère pouvoir vous suivre encore, puisque on va découvrir, nos spectateurs vont découvrir ce que vous faites. Donc voilà, merci. Au revoir et merci. Nous voilà presque arrivés. Presque à la fin de l'émission. Mais avant d'y mettre un point final, je vous propose de la terminer en beauté avec notre séquence tilt. Beaucoup d'entre vous nous ont demandé d'expliquer comment on peut créer une maquette de couverture. Cette fois, c'est Christine qui nous dit tout. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de suivre notre rubrique Tilt. Beaucoup d'entre vous nous ont demandé de leur expliquer comment on conçoit une couverture de livre à partir de PowerPoint. Donc c'est ce que je vais vous expliquer. Donc j'ai ouvert PowerPoint, nouvelle présentation. Je me retrouve en format paysage. Donc ce qui ne m'intéresse pas, puisque vous savez que tous les livres sont en format portrait, et qu'ensuite, en plus, chez Chloé Délices, ils sont donc en format A5. Alors, inutile de vous encombrer à faire un format A5, vous pouvez le concevoir. Format 4 sera parfait, de toute façon, l'imprimeur redimensionnera votre couverture. Idée de conception, aucun intérêt, c'est pour ceux qui donc c'est lorsque vous créez des diapositives, ce qui n'est pas notre cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redimensionner en fait ma diapositive. Je prends diapositive personnalisée. Voici, je me mets bien en portrait, portrait, portrait. On est bien d'accord? Grand écran. Je me mets en format ici A4. Si vous souhaitez le faire directement en format A5, eh bien simplement vous tapez ici les dimensions du format A5. Moi, de toute façon, en format A4, c'est largement suffisant. Hop, on garantit l'ajustement, c'est parfait, vous êtes directement en format A5. Donc, première de couverture, qu'est-ce qu'il vous faut? Bien, il vous faut le nom de l'auteur. On va dire que c'est Aloïs. Petite pub pour notre blog. Hop, hop. On va le mettre en centré. On va le mettre un peu plus gros.
je le laisse, pourquoi pas, en calibri, on s'en fout. Faites attention, il y aura de toute façon un rognage, donc ne mettez pas votre nom, ou le titre du livre ou le logo complètement contre la couverture, contre le rebord de la couverture. On va mettre ensuite, hop, le titre du livre. Je sais pas, on va choisir quelque chose de simple. Et surtout, on va choisir une autre police pour vous montrer comment on fait. Allez, on va mettre celui-là. On va le mettre en rouge, en gras, en ombré. Moi, j'aime bien ombré parce que ça fait ressortir le titre. Alors, si vous choisissez un fond foncé, l'ombré, bien sûr, ne ressortira pas. Hein. Alors, on va mettre, je sais pas, allez, le mur. Hop! Voici, il va vous falloir bien sûr le logo de votre maison d'édition. Donc voilà, j'ai préparé quelques... Donc ce qui est bien, c'est de préparer dans un dossier en fait tout ça. Donc moi j'ai le logo de Chloé Délices Éditions Collection. Je le redimensionne en bas. Maintenant, il va falloir choisir une photo, un dessin, quelque chose qui va personnaliser votre livre. Donc, moi, je vais prendre une photo que j'ai achetée chez eStock. C'était pour mon prochain bouquin et en fait, je ne vais pas l'utiliser. Voilà. Sachez que si vous prenez une photo sur internet, il y a probablement des copyrights, donc vous risquez d'avoir des problèmes avec l'auteur de la photo. Donc je vous conseille bien d'acheter votre photo sur des sites spécialisés comme eStock. La photo coûte entre 1 € et 20 €, mais le copyright est inclus à l'intérieur. Hein. Et en plus c'est de la super qualité, puisque pour 20 € vous avez du king size et puis de la full HD. Donc cette photo, vous pouvez la dimensionner comme vous le souhaitez. Bien sûr, ici vous avez le visuel à gauche. Donc vous pouvez faire un truc comme ça, par exemple. Et ça va vous donner au final ceci. Bon, je vais le laisser comme ça. Mais en revanche, vous voyez, le titre ici a disparu. Eh bien, je vais reculer ma photo. Je vais la mettre en arrière-plan. Et du coup, ici, mon titre réapparaît. Ici. Voilà, et ça va vous faire quelque chose comme ça. Donc, bien sûr, ici, le titre n'est pas suffisamment gros. Hein. Je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus important. Voilà. Je sais pas, quelque chose de... Hop, pourquoi pas. Allez. Première de couve, terminée. Ça vous donne ça. On va insérer une nouvelle diapositive pour faire la tranche. Donc, on enlève encore ici. Pas de problème. Ne pas avoir de problème. Qu'est-ce qu'il faut pour la tranche? Insertion, eh bien il va vous falloir le nom de l'auteur. On recommence. Voilà. Il va vous falloir bien sûr le titre du livre. Voilà. Alors j'ai oublié de vous dire bien sûr que sur la première couverture vous pouvez rajouter recueil, thriller, policier, etc. Pas de problème. Donc le titre de mon livre, c'était Le Mur. Je vais modifier. Ici on retrouve la police qu'on a utilisée tout à l'heure. Voilà. On va prendre pour la tranche, chez Chloé Délices, donc on a un logo très particulier que vous retrouvez bien sûr, que vous pouvez télécharger sur le forum comme tous les logos. On est d'accord? Donc voici. Alors soit vous le copiez en direct comme je vais vous le faire, c'est-à-dire ici clic droit, copier, voilà, et vous le mettez, CTRL V et il est là. Soit vous mettez, on va le refaire,
insertion, image, cet appareil, logo, et c'est direct. On est d'accord? Ça, je l'enlève. Donc, on va positionner notre logo ici. On va positionner ici notre titre, qui est petit, mais on va voir après avec la dimension de la tranche. Donc, on va le positionner verticalement. Hop, et même chose pour le nom de notre super auteur, Aloïs. Voilà, on essaie d'aligner tous nos petits trucs, de les centrer. Voilà. Alors, comment concevoir l'épaisseur de la tranche? C'est assez simple. Je vais ici vous le mettre dans cette zone texte. C'est une formule à retenir si vous voulez. Donc c'est le nombre total de pages, c'est-à-dire paginées et non paginées de la première à la dernière, couverture non inclus, multiplié par 0,0056. Ce sont les informations que j'ai prises sur le forum, d'accord, plus la dimension moyenne de la couve, pardon, 0,1. Donc, et ça va vous donner la tranche, l'épaisseur de la tranche. Donc, si mon livre fait 200 pages total, on est bien d'accord, on va le multiplier par 0,0056, d'accord, ça va nous faire un total de 1,12, ce qui est plus 0,1, ce qui va nous faire un total de 1,22. On arrondit à 25, 1,25. Pourquoi on arrondit? Because ici, vous voyez bien, pour faire 22, ça va être vraiment compliqué. Donc, 1,25. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner là? On voit, donc là, on est à 25, à 1,25, et ici, attendez que je vois ce petit peu. Ici, on est à 9, donc ça va nous faire quelque chose comme ici. Donc là, on va le positionner au milieu, et on va faire la même chose ici, et ça va nous permettre en fait de redimensionner en fait le texte. Voilà. Et on le met bien au milieu, on est d'accord. Voilà. Voilà, ici, comme il est, on va le mettre en 24, ça sera plus joli. Et du coup, on se dit que là, vous voyez, il est bien dimensionné par rapport. Et ici, vous voyez, 8, c'est parfait. Et nous avons notre tranche. Alors là, on va un petit peu le monter parce qu'il est un petit peu trop bas. On a dit qu'on faisait attention à la rognure. Hop, voici. Nouvelle diapositive pour la 4e de couve. Hop, qu'est-ce qu'il faut pour la 4e de couve? Il faut un synopsis, zone texte, ici, et on fait synopsis. Là, vous marquez votre synopsis. Voilà. Il va falloir, normalement, les lecteurs adorent avoir une bio de l'auteur qu'ils vont découvrir. Donc, on va faire une bio. Voilà. Si vous avez un site auteur, vous le marquez, Facebook, etc. À vous de voir. Les lecteurs adorent voir la photo de leur auteur préféré. Donc, on va ici mettre une photo, image, cet appareil. Voilà. Alors, est-ce que j'ai ici? On va essayer d'en trouver une autre. Voilà. Hop, celle-ci. Donc, c'était
une composition de Mohamed Sridi qui va nous servir de photo-auteur. Je vous rappelle que c'est un artiste que nous avons découvert dans la précédente émission. Alors vous faites attention de bien centrer, de faire quelque chose de joli. Celui-là, vous voyez, il est trop haut. On va le descendre. On peut essayer éventuellement, voilà, de faire quelque chose de sympa. Il va nous falloir le code barre. C'est votre éditeur qui va vous le fournir. Il faut simplement le demander. Donc ici, moi, voilà, je vais prendre un code barre au hasard d'un auteur, voilà, qui va être publié en collection. Alors s'il vous plaît, laissez le code barre en noir sur fond blanc, parce que en blanc sur fond noir, lorsqu'on inverse les couleurs, les douchettes des caisses, que ce soit des libraires ou des grandes surfaces, eh bien, n'arrivent pas à le lire, et donc les caissières doivent retaper tout l'ISBN. Je peux vous assurer qu'elles ne sont pas contentes du tout, du tout. On va insérer le prix de votre ouvrage. Ici, on va dire que c'est un ouvrage à 20 €. Voilà. Alors, ici on le centre. C'est 20 € ici, vous pouvez le faire n'importe quoi. Vous pouvez le mettre ici, sur le côté si vous le souhaitez. Peu importe. À ce moment-là, ce sera trop gros. Vous le redimensionnez, vos 20 €. Voilà. Et vous le mettez là. Il faut simplement que ça soit lisible. On va remettre, bien sûr, le logo de l'éditeur. Hop. On va également redimensionner. Et c'est bien de l'aligner avec votre code barre, à peu près. Ensuite, vous pouvez également insérer ici votre nom et le titre de votre ouvrage. Voilà, pardon. Donc ça, on va le mettre ici. Ça aussi, ce serait pas mal. Hop. Voilà. Ici, on va le mettre en free, puisque c'est ce que nous avons utilisé. On va le mettre en plus gros, ce sera plus sympa. Pareil pour le titre, votre... Ici, non. Et voici, votre livre, votre 4e de couverture est prête. Maintenant, que fait-on? Eh bien, c'est très simple. Vous allez déjà enregistrer votre travail ici sous CPC, là, document. On va mettre le mur et vous voyez qu'il va être en format PPTX ou PPT selon la version que vous avez. Vous enregistrez une première chose, ça y est, normalement c'est enregistré. Ensuite, vous allez enregistrer, votre éditeur va vous demander soit un PDF, soit un JPEG, soit un PNG, tout simplement parce que l'imprimeur, lorsqu'il va télécharger votre fichier en PPT ou PPTX, il risque d'y avoir des problèmes de compatibilité et donc le visuel ne sera pas identique. Donc vous recommencez ce PC, document, le mur. Bon, vous mettez votre nom, comme ça, ici, de quoi ça, qui a écrit ce livre, et là vous avez soit format PDF, soit JPEG, soit PNG. Donc, moi je le fais en un seul format JPEG, mais je vous conseille de faire deux formats PDF et JPEG. Voilà, j'enregistre. Il va vous demander si vous voulez toutes les diapositives. Bien sûr, vous les voulez toutes et il va vous les enregistrer dans un seul et même dossier, ce qui est très pratique. Vous allez ensuite sur sous document. Voilà,
et vous allez avoir normalement ici quelque chose. Hop, voilà, et vous vérifiez votre fichier. Voilà. Et vous avez vos 3 fichiers. Bien écoutez, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez me les poser via le site ou le contact en fait d'Actu TV. Je vous répondrai. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine rubrique Tilt. Nous aborderons la conception d'une maquette de texte pour les éditions Chloé Délice à partir de Word ou Doc ou Doc.x. Bye bye. Et voilà, notre 5e émission est déjà terminée. Toute l'équipe vous remercie de votre soutien et vous souhaite un super méga Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année, même si c'est pas encore tout à fait le moment. Je vous rappelle notre adresse mail de contact.actutv2@gmail.com et l'adresse de notre site où vous retrouverez tout plein d'infos. ActuTV2.